Imaginez Athènes au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans l'enceinte de l'Académie de Platon. Deux silhouettes disputent silencieusement la vérité au cœur d'une fresque mentale. Platon pointe l'index vers le ciel, Aristote tend la main vers la terre, symbole frappant de la première grande rivalité philosophique post-socratique. Le maître idéaliste et son élève réaliste s'apprêtent à livrer un duel d'idées qui traversera les millénaires. Notre monde n'est-il qu'une ombre imparfaite d'une réalité supérieure ? Ou bien la vérité se trouve-t-elle dans l'observation concrète de ce qui nous entoure? Ces questions, posées il y a 2400 ans, continuent de nous intriguer. Bienvenue dans l'histoire de la rivalité entre Platon et Aristote, le duel d'idées qui a façonné toute la pensée occidentale. Pour comprendre cette rivalité, revenons à la figure tutélaire de Socrate. Condamné par la démocratie athénienne et exécuté en 399 avant Jésus-Christ, Socrate marque profondément ses disciples. Platon, alors âgé d'une vingtaine d'années, assiste impuissant au procès injuste de son maître. Bouleversé et indigné par cette condamnation, il quitte Athènes quelque temps après la mort de Socrate. Ce traumatisme forge sa méfiance envers la démocratie et son rêve d'une cité gouvernée par de véritables sages. Platon se consacre dès lors à préserver l'héritage de Socrate. Il écrit des dialogues mettant en scène son mentor et fonde, vers 387 avant Jésus-Christ, l'Académie d'Athènes, l'une des premières écoles de philosophie au monde. Son objectif, chercher la sagesse par la dialectique, ce questionnement socratique qui fait émerger la vérité. C'est dans cette académie que Aristote fait son entrée à l'âge de 17 ans, vers 367 avant Jésus-Christ. Originaire de Macédoine, fils de médecin, le jeune Aristote est envoyé à Athènes pour étudier. Il passera 20 ans aux côtés de Platon. Brillant et curieux, Aristote est surnommé affectueusement le liseur par Platon en raison de son insatiable appétit de lecture, voire l'intelligence, tant son esprit paraît aiguisé. Le maître et l'élève partagent d'abord une profonde admiration mutuelle. Mais cette harmonie est de courte durée. Au fil des années, Aristote développe ses propres idées, parfois en désaccord frontal avec celles de Platon. À la mort de Platon en 347 avant Jésus-Christ, c'est un autre qui prend la tête de l'Académie, Speusippe, le neveu de Platon. Aristote, se sentant écarté et peut-être en désaccord philosophique profond, quitte Athènes peu après. Il déclara plus tard, non sans loyauté mêlée de malice, ami de Platon, mais encore plus de la vérité. Cette phrase annonce la rupture intellectuelle. Aristote s'apprête à contester les enseignements de son maître au nom d'une autre conception de la vérité. Après quelques années de voyage, durant lesquelles il sera même précepteur du jeune Alexandre le Grand, Aristote revient à Athènes en 335 avant Jésus-Christ pour fonder sa propre école, le lycée, aussi appelé école péripatéticienne. Deux institutions rivales enseignent alors deux visions du monde, l'idéalisme hérité de Socrate chez Platon et le réalisme scientifique chez Aristote. La scène est prête pour un face-à-face philosophique légendaire. Leur opposition, deux visions du monde qui s'affrontent. 1. Réalité ultime, le monde des idées et la réalité empirique. Platon est convaincu que notre monde sensible n'est qu'une ombre imparfaite d'une réalité supérieure. Dans sa célèbre théorie des formes, idées, il postule l'existence d'un monde intelligible, peuplé d'idées parfaites et éternelles, le beau en soi, le bien en soi, le juste, etc., dont les choses que nous percevons ne sont que de pâles copies. La véritable réalité, selon lui, est hors d'atteinte de nos sens. Elle réside dans ces idées pures, accessibles seulement par la raison et la contemplation philosophique. Aristote, lui, rejette vigoureusement cette séparation du monde sensible et des formes idéales. Pour Aristote, les formes, les essences, n'existent pas à part dans un ciel lointain, mais au cœur des êtres concrets. Inutile d'imaginer un double parfait de chaque cheval ou de chaque vertu dans un au-delà. La forme du cheval est inséparable du cheval réel. La matière et la forme sont unies, ilémorphisme, et c'est en étudiant les choses elles-mêmes que l'on comprend leur essence. En somme, Platon l'idéaliste cherche la vérité au-dessus du monde visible, Aristote le réaliste la cherche au sein du monde visible. Cette divergence fondamentale est admirablement illustrée par le peintre Raphaël. Dans l'école d'Athènes, Platon désigne du doigt le ciel des idées tandis qu'Aristote montre de la paume le sol terrestre. 2. Connaissance et méthode, la raison intuitive et l'observation et la logique.
Pour accéder à la vérité, Platon compte d'abord sur la raison pure et le dialogue dialectique. Influencé par Socrate, il pratique l'art de la maïeutique, poser des questions pour accoucher la vérité. Mais surtout, du fait de sa théorie des idées, Platon estime que connaître, c'est s'élever par la pensée au-dessus des apparences sensibles. Il va jusqu'à suggérer que apprendre, c'est en réalité se ressouvenir. L'âme aurait contemplé les idées avant la naissance, mythe de la réminiscence. La connaissance est donc pour lui une révélation intérieure, une reconquête de vérité éternelle par la dialectique et la philosophie. Aristote, sans nier l'importance de la raison, insiste sur un outil que son maître négligeait, l'expérience. Pour Aristote, nos connaissances débutent par nos sens. Rien n'est dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens, dira plus tard un de ses héritiers. Il analyse, classifie, dissèque le réel. Observer, induire, déduire, telle est sa méthode. Aristote est d'ailleurs le père de la logique formelle. Son organon formalise le syllogisme et les principes du raisonnement correct. Là où Platon valorise l'intuition intellectuelle des idées, Aristote développe une enquête systématique. Il veut comprendre le monde en partant des faits et en remontant aux causes premières. Cette opposition préfigure, en un sens, de futurs duels philosophiques comme le rationalisme contre l'empirisme, même si, en réalité, Platon comme Aristote combinent raison et observation chacun à leur manière. 3 visions politiques, utopie du philosophe roi et étude des constitutions réelles. Échaudé par le sort de Socrate, Platon se méfie des gouvernements aux mains de la foule. Dans la République, il dépeint une cité idéale hiérarchisée en 3 classes, gouvernants, gardiens, artisans, analogues aux 3 parties de l'âme. La justice y règne quand chacun occupe la place conforme à sa nature. Sous la direction éclairée des philosophes rois, ces sages parvenus à la connaissance du bien en soi après un long entraînement intellectuel. Cette utopie platonicienne impose aux gardiens une vie austère sans propriété privée ni famille, et n'accorde aucune part de pouvoir politique aux citoyens ordinaires. Platon n'hésite pas à qualifier la démocratie de gouvernement de l'ignorance et de la passion, responsable à ses yeux de la mort de Socrate. Aristote, de son côté, adopte une approche plus empirique et nuancée. Dans son traité Les Politiques, il collecte et compare les constitutions de 158 cités afin de classifier les régimes. Il célèbre l'aphorisme « L'homme est un animal politique, c'est-à-dire fait pour vivre en cité ». Pour lui, la cité est le cadre naturel du développement humain, et il s'agit de chercher le meilleur gouvernement réalisable, non un idéal lointain. Aristote distingue les régimes selon qu'ils servent l'intérêt général ou le profit personnel des dirigeants, monarchie et tyrannie, aristocratie et oligarchie, et ce qu'il appelle politie, régime mixte et modéré par la loi, et démocratie pure qu'il associe à la démagogie. À ses yeux, le meilleur régime en pratique est une monarchie ou aristocratie vertueuse, mais comme celle-ci dégénère souvent, un régime mixte modéré, politie, est le plus souhaitable. Contrairement à Platon, il ne bannit pas le peuple de la gouvernance. Il cherche à équilibrer les forces sociales. En somme, Platon construit une cité idéale en théorie. Aristote analyse les cités réelles pour en tirer le meilleur. 4 arts et vérité, méfiance platonicienne et catharsis aristotélicienne. Platon se méfie des artistes et de la puissance des images. Dans la République, il compare le poète à un faussaire. Les poètes, tragédiens et autres imitateurs produisent selon lui des copies trompeuses du réel, qui flattent nos émotions au lieu d'éduquer notre raison. Il va jusqu'à dire que l'art est 3 fois éloigné de la vérité. L'art imite le monde sensible, qui imite lui-même le monde des idées. Par crainte que les belles paroles ne corrompent l'âme des citoyens, Platon prône l'expulsion des poètes de sa cité idéale. Aristote, lui, réhabilite l'art en lui trouvant une fonction positive. Dans sa poétique, il analyse la tragédie et introduit le fameux concept de catharsis. En exposant le spectateur à la pitié et à la crainte devant le destin tragique des héros, le théâtre opère une purification de ses émotions. Plutôt que de détourner de la vérité, un bon drame nous instruit en nous libérant de nos excès passionnels. De plus, Aristote voit dans l'imitation, mimésie, non pas un mensonge dangereux, mais un trait naturel de l'être humain. Nous apprenons par le jeu, par le récit, par l'imitation de l'enfance. L'art, correctement encadré, peut donc être éducatif et cathartique plutôt que nuisible. Conséquence historique,
une rivalité aux influences millénaires. Ce duel intellectuel entre Platon et Aristote n'est pas qu'une querelle de savants de l'Antiquité. Il a en réalité fondé deux traditions de pensée qui ont façonné toute la philosophie occidentale par la suite. On a pu dire que l'histoire de la philosophie occidentale n'est qu'une suite de notes de bas de page au dialogue de Platon, tant l'influence de Platon est majeure, et qu'Aristote était le maître de ceux qui savent selon le poète Dante, tant son empreinte est profonde. Ensemble, malgré leurs désaccords, ils ont défini le cadre des débats philosophiques futurs. À eux deux, ils ont délimité le terrain et établi les règles du jeu de la pensée telles que nous la pratiquons depuis. Dès l'Antiquité, leurs héritiers directs perpétuent leur rivalité, l'académie platonicienne d'un côté, qui inspirera plus tard le néoplatonisme, et le lycée aristotélicien de l'autre, d'où naîtra la tradition péripatéticienne. Au début de l'ère chrétienne, Plotin, IIIe siècle, ressuscite l'idéal platonicien avec sa doctrine néoplatonicienne, tandis que d'autres, comme Straton de Lampsaque ou Alexandre d'Aphrodise, entre le IIe et le IIIe siècle, commentent et prolongent Aristote. À l'époque médiévale, la dualité Platon-Aristote prend un relief spectaculaire. Le christianisme triomphant cherche des appuis philosophiques. Il les trouve d'abord chez Platon, via saint Augustin. Augustin, fasciné par les œuvres de Platon, qui lit à travers Plotin, intègre à la pensée chrétienne l'idée d'un monde intelligible lumineux, la vérité éternelle en Dieu, éclipsant le monde sensible, une coloration très platonicienne. Des siècles plus tard, au XIIIe siècle, c'est Aristote qui revient en force grâce aux traductions arabo-latines de ses œuvres et aux commentaires d'Averroès. Le philosophe chrétien Thomas d'Aquin, 1225 à 1274, s'approprie alors Aristote pour donner au christianisme une armature philosophique rationnelle. Thomas concilie la foi et la raison en s'appuyant sur l'empirisme et la logique aristotélicienne, faisant d'Aristote le penseur païen de référence de l'Église médiévale. Il suffit de visiter la Sorbonne médiévale ou toute université du Moyen-Âge pour s'en convaincre. La philosophie enseignée y est essentiellement aristotélicienne, logique, métaphysique, physique, éthique d'Aristote, harmonisée avec la théologie chrétienne, ce qu'on appellera la scolastique. Pendant ce temps, la pensée platonicienne survit chez les mystiques et dans certaines écoles néoplatoniciennes chrétiennes. À la Renaissance, Marcille Ficin traduit Platon et fonde une académie platonicienne à Florence. L'idéal platonicien inspire alors artistes et penseurs, exaltant la beauté idéale et l'harmonie mathématique du cosmos. Puis, avec l'essor de la science moderne, l'esprit d'observation d'Aristote est célébré. Francis Bacon, au XVIIe siècle, critique les idoles de l'esprit et prône une induction rigoureuse, héritée d'Aristote. Au XVIIe et XVIIIe siècle, on retrouve l'écho de cette rivalité dans le duel entre rationalistes, Descartes, Leibniz proche de Platon, et empiristes, Locke, Hume et héritier d'Aristote. Aujourd'hui encore, l'opposition Platon-Aristote irrigue notre culture et nos manières de penser. Comme le dit Luc de Brabander, nous sommes d'une certaine manière tous leurs enfants. Dans le langage courant, avoir la tête dans les nuages ou les pieds sur terre n'est-il pas une façon de rejouer le duel Platon-Aristote? Au terme de ce voyage dans l'Antiquité, une constatation s'impose. Aucun vainqueur définitif n'a émergé de la rivalité entre Platon et Aristote. Chacun, à sa façon, a exploré une face indispensable de la quête de vérité. D'un côté, l'aspiration au principe éternel et à la justice idéale. De l'autre, l'examen du réel concret et de la nature humaine telle qu'elle est. Leurs idées se sont imbriquées et combattues au fil des siècles, sans qu'aucune ne rende l'autre obsolète. Au contraire, c'est souvent dans leur dialogue que la philosophie progresse. Et aujourd'hui, ce dialogue continue avec nous. Alors, qu'en pensez-vous? Êtes-vous tenté par le rêve platonicien d'une vérité transcendante et d'un idéal à atteindre, ou par le bon sens aristotélicien qui nous ancre dans l'expérience et le concret? Peut-être un peu des deux. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois que vous vous questionnerez sur la nature de la réalité ou la meilleure façon de vivre, souvenez-vous que deux grands esprits vous chuchotent à l'oreille depuis l'Antiquité. Le débat reste ouvert. Si ce dialogue vous a inspiré, n'hésitez pas à le prolonger en commentaire. Et si vous soutenez notre travail, un simple like ou abonnement aide énormément à faire vivre cette série.